Quand on m'a demandé d'intervenir à Ascologue, la première chose qui m'est venue, c'est d'écrire un texte que j'ai envie d'écrire depuis très longtemps, qui s'appelle Écrire, c'est soigner. Quand j'ai commencé à être un écrivain à qui on posait des questions en public, à la radio ou à la télévision, on me demandait quels étaient les rapports entre le fait d'être médecin et celui d'écrire. Et ça m'avait jamais, la question ne s'était jamais posée pour moi, parce que j'avais commencé à écrire bien avant d'être médecin, et que pour moi, là, le lien entre les deux est évident, c'est que dans les deux cas, on raconte des histoires. Simplement, quand on est médecin, on écoute les histoires des autres, quand on écrit, on les raconte. Mais il y a des liens qui sont plus profonds, et c'est de ceci que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, au commencement, écrire, c'est se soigner, comme lire d'ailleurs. Enfin, je pense que vous soignez toutes et tous, quotidiennement ou presque, en lisant ou en regardant un film ou un documentaire ou une télésérie. Écrire, c'est dire qui on est, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on supporte ou non, sans que personne ne nous coupe la parole. Même quand on écrit pour personne, on écrit à quelqu'un qui n'est pas là, mais qui écoute. Une sorte de thérapeute virtuelle, attentive et qui ne pose pas de questions. Les questions, on peut se les poser soi-même et y répondre, ou du moins donner des réponses qui nous viennent, et en trouver d'autres en écrivant. Parce que la vertu de l'écrit, même quand pour soi, au kilomètre, c'est qu'un mot, une paragraphe, en appelle d'autres. Parfois, évidemment, on cale, mais ça n'est pas grave. Ce qui est déjà écrit existe, on peut le voir, on peut le relire, on peut l'apprécier ou le critiquer, mais on ne peut pas le faire disparaître à moins de jeter la feuille à la poubelle. Et aujourd'hui, sur un ordinateur, quand on met un texte dans la corbeille de l'ordinateur, il n'est pas perdu. Je peux témoigner qu'écrire, ça soigne la personne qui écrit. J'ai passé mon adolescence à écrire parce que je n'avais personne à qui parler. Je n'étais pas malade, j'étais juste un garçon isolé qui n'avait personne à qui poser des questions élémentaires et gênantes sur son corps, sur la manière dont il fonctionnait ou ne fonctionnait pas correctement, ou aurait dû fonctionner, sur ses émotions, sur ses idées, parfois farfelues. Écrire m'a permis de vivre avec moi-même. Écrire, ça soigne le moral. Heu, Pendant mes études de médecine, écrire m'a permis de ne pas être englouti par la violence de la faculté de médecine. Oui, c'était aussi violent dans les années 70 que ça l'est maintenant, et à l'époque, nous n'avions pas les réseaux sociaux pour dénoncer cette violence. Merci à l'internet et aux réseaux sociaux aujourd'hui. Écrire m'a permis de me faire entendre au moins de quelques camarades via les revues clandestines et autoproduites que publiaient une poignée d'entre nous. Mine de rien, le simple fait de pouvoir écrire qu'on est favorable à la légalisation de l'avortement, du cannabis et de l'aide médicale à mourir, si on avait connu le LSD et la psilocybine aussi bien qu'on les connaît aujourd'hui, on aurait été pour aussi. Ça fait du bien. Ça permet encore une fois d'exister et de s'affirmer comme autre chose qu'un pion sur le très grand échiquier de l'hôpital. Écrire, je le faisais aussi dans les dossiers. Je m'adressais aux internes, aux patrons, aux infirmières, et je me faisais un point d'honneur d'écrire lisiblement et de poser les questions que personne n'avait voulu entendre pendant la visite qu'on faisait à 12 personnes sur le dossier. Il est arrivé 2 ou 3 fois qu'un médecin ou un interne ou une infirmière vienne me voir et me dise: «J'ai vu ce que tu as écrit dans le dossier. Effectivement, personne ne s'était posé la question avant». Une trace écrite n'est pas aussi spectaculaire qu'une parole, qu'une prise de parole, qu'un cri, mais parfois, elle finit par trouver le regard qui va se pencher sur elle. Écrire, c'est important quand on se pose des questions, parce que ça permet d'abord de les formuler, ne serait-ce que pour les reformuler plus tard, ou se dire: «Bah, la question que je me posais n'avait pas lieu d'être», avant qu'elle s'envole. Ça permet aussi de partager ses interrogations, même s'il n'y a personne pour les entendre à ce moment-là, parce que les écrits restent, et ils restent aussi pour soi. On oublie ce qu'on a pensé. Quand on l'a écrit, on peut le retrouver. Ce qu'on a pensé était peut-être essentiel, peut-être que c'était sans importance, mais dans un cas comme dans l'autre, on ne peut le savoir que si on en a laissé une trace. Écrire fait du bien, et ce n'est pas une vue de l'esprit. Les effets bénéfiques de l'écriture sur le moral, sur l'état psychique,
en particulier sur celui des personnes qui ont subi des traumas, mais qui souffrent aussi de maladies terminales, ont été documentés par des psychologues américains, Penn Baker et Smythe. L'expérience Princeps classique, c'est qu'ils ont enrôlé plusieurs centaines de jeunes gens, d'étudiants qui avaient entre 20 et 25 ans. Ils leur ont fait passer des tests psychologiques pour évaluer leur état psychologique à un moment donné. Et ensuite, ils ont fait 3 groupes. Dans le premier groupe, ils ont demandé aux étudiants d'écrire un texte neutre, ce qu'ils voulaient, mais il fallait que ce soit neutre émotionnellement. Au deuxième groupe, ils ont demandé d'écrire qui serait par exemple leur plus beau souvenir d'enfance. Et au troisième groupe, ils ont demandé d'écrire, de coucher par écrit la pire expérience de leur vie. Alors, les textes n'étaient pas destinés à être lus. Hein, les jeunes gens gardaient leur texte après le test. Mais une fois qu'ils avaient écrit, qu'ils avaient passé 3/4 d'heure à écrire, on leur refaisait une évaluation psychologique et on refaisait une évaluation psychologique à plusieurs reprises dans les semaines et les mois qui ont suivi. Et les personnes qui étaient dans le troisième groupe, c'est-à-dire celles à qui on avait donné pour mission d'écrire la pire expérience de leur vie, avaient de meilleurs tests psychologiques, de meilleures évaluations que les autres. Et cette expérience Princeps a donné lieu à beaucoup d'autres expériences qui sont des expériences d'évaluation des effets bénéfiques de l'écriture chez les personnes. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit de dire que écrire fait du bien. Évidemment, tout le monde ne tire pas des bénéfices de l'écriture. Déjà, pour en tirer des bénéfices, il faut avoir une relation non conflictuelle avec l'écriture. Je veux dire qu'il ne faut pas avoir été dissuadé d'écrire, ni avoir entendu que ce qu'on écrit n'a aucune valeur, ni avoir entendu que ouais, mais on sera ni Proust ni Flaubert, comme si c'était ça l'objectif. Il faut ne pas avoir été traumatisé par des enseignants qui accordent plus de place à l'orthographe ou au style qu'au sens. L'orthographe et le style n'ont aucune importance dans l'écriture. Ce sont juste des critères de classe. Ce qui compte, c'est ce que transmet l'écriture, comme la parole de la personne qui s'exprime. Encore faut-il l'écouter, la lire, sans passer ce qu'elle écrit au crible de filtres qui servent avant tout à sélectionner qui parle ou écrit bien et qui parle ou écrit mal. Ces critères de classe font d'écrivains très problématiques, comme par exemple Céline ou Houellebecq, des auteurs de talent. Et ces mêmes critères de classe sont autorisés pendant des siècles qu'on minimise, qu'on dénigre presque toute la littérature écrite par des femmes. Excusez-moi de ce petit aparté politique, mais écrire, c'est politique. L'un des obstacles aux effets soignants de l'écriture, et je dis bien soignant et non thérapeutique, j'y reviendrai, c'est le préjugé selon lequel il y a des personnes qui savent écrire et d'autres non. Mais ça s'apprend, ça s'entraîne, ça se cultive, exactement comme la photographie, la pratique du chant ou d'un instrument, la natation, la course à pied, le dessin, la mécanique, le bowling, ou la confection d'un plâtre de jambes, en l'occurrence pour un étudiant en médecine. Bref, ça se travaille. Et comme c'est un travail, pour écrire, il faut aimer travailler à ça. Si on n'aime pas travailler à écrire, il ne faut pas s'y éreinter. Il y a d'autres formes d'expression tout aussi respectables qui font du bien à celles qui les pratiquent et à celles qui les apprécient. Écrire, ça soigne l'ignorance et ça organise la pensée. On apprend à parler en écoutant les autres et en reproduisant des sons, c'est comme ça que les enfants apprennent, puis en assemblant des mots et en composant des phrases. Plus on écoute, plus on parle, et plus on parle, plus on sait parler. De même, pour apprendre à écrire, il est utile, il est même très recommandé, de lire beaucoup. Ça tombe sous le sens, mais la lecture a une autre vertu. Elle nous apprend beaucoup plus de choses que la parole. Et cela pour 2 raisons. D'abord parce qu'on apprend beaucoup plus de choses en lisant un texte qu'en écoutant une seule personne. C'est une question de densité d'information. La parole est un outil merveilleux, mais la quantité d'informations qu'on peut livrer en parlant est limitée. De plus, ce qui nous est transmis par la parole est linéaire. On ne peut pas habituellement revenir au début d'une déclaration au milieu. Son texte, voire le parcourir de manière discontinue, autant de fois on le veut. De sorte que lorsqu'on lit beaucoup, et quand je dis beaucoup, je veux dire beaucoup de pages et beaucoup de personnes qui écrivent,
Non seulement on apprend à écrire de diverses manières, mais aussi on accumule une flopée d'informations dont on va pouvoir se servir par la suite, dans la vie comme dans l'écrit. Quand j'ai commencé à exercer la médecine générale, je me suis introduit dans la rédaction d'une revue sur le médicament, la revue Prescrire. Je me suis éduqué à la médecine et on soigne mieux quand on est moins ignorant, on est moins anxieux, on prend moins les vessies pour les lanternes, on se débarrasse de tas de préjugés et donc de tas de peurs qui nous empêchent d'avancer. Mais j'ai aussi appris à écrire, beaucoup. Non seulement à lire des textes et à les résumer, et donc à les transmettre, mais aussi à écrire des textes de toutes les longueurs, de la note de lecture de 10 lignes au dossier de 10 pages. Et j'ai appris aussi à transcrire des expériences vécues. Quand je voulais parler d'une de mes patientes et de ce qu'elle m'avait appris, j'écrivais une vignette d'un feuillet. J'en ai écrit beaucoup, et les textes courts, quand ça se met bout à bout, ça en fait des longs. Écrire, ça aide à soigner. En même temps que j'écrivais pour prescrire, je rédigeais des feuillets d'information pour les personnes qui tutoient, des feuillets qu'on imprimait en 20 ou 30 exemplaires et qui disparaissaient très vite. Tout le monde avait envie d'avoir une fiche de conseils simple en cas de fièvre chez le bébé ou de traumatisme crânien chez les personnes de tous les âges. Alors on en faisait d'autres. Ce sont ces fiches qui m'ont montré qu'écrire, ça soigne. Et je reviens à la distinction entre le soin et la thérapeutique, ou le traitement. Soigner, ça n'est pas traiter, ni inversement. Traiter, c'est prescrire ou appliquer un traitement spécifique. Par exemple, donner un antalgique pour une douleur, donner un antibiotique pour une pneumonie bactérienne. Soigner, c'est autre chose. Soigner, je l'ai toujours senti intuitivement depuis toujours et quelle que soit la cause de sa souffrance, se sentent mieux ou moins mal après qu'on lui a délivré des soins. Soigner, ce n'est pas un geste ou une méthode, c'est une attitude guidée par plusieurs principes simples qui sont superposables à ceux de l'éthique clinique. Premièrement, il faut être bienveillant, c'est-à-dire vouloir le bien des autres en respectant leur définition du bien et sans leur imposer la nôtre. Ce n'est pas si facile que ça. Deux, ne pas nuire. Ça veut dire, entre autres choses, ne pas mentir, ne pas tromper, ne pas maltraiter, ne pas exploiter. Et trois, avoir pour objectif que la personne à qui on donne des soins n'ait plus besoin de nous. Autrement dit, ne pas enchaîner. Il n'est pas nécessaire d'être un humain pour soigner. Les éthologues ont montré que tous les mammifères et un certain nombre d'autres animaux, pensez aux oiseaux en particulier, soignent leurs partenaires de reproduction et leurs rejetons en particulier. Et même parfois que ces animaux soignent des humains. Mais allez donc vous abonner au compte de The Dodo sur Instagram. Vous verrez des animaux de toutes sortes soignés ou être soignés par des animaux d'autres espèces. Et l'une des constatations que font les éthologues, en particulier les primatologues, les personnes qui s'occupent, les scientifiques qui s'occupent des primates, de nos cousins mammifères les plus proches, c'est que lorsqu'un chimpanzé va consoler un de ses congénères mâles qui a pris une tannée ou un de ses congénères femelles qui a perdu un petit, ça ne fait pas seulement du bien à celui ou celle qu'on soigne, ça fait aussi du bien à celui ou celle qui soigne. Ce qui est merveilleux avec le soin, c'est qu'on n'a même pas besoin d'être présent pour soigner. Un jour, j'ai fait une angine carabinée, j'avais 28 ans. Les angines à 28 ans, c'est toujours viral. Les antibiotiques, ça ne sert à rien. Je prenais ce qu'il fallait prendre dans ces cas-là et j'avais un mal de chien. Et puis, je me suis souvenu du protocole médicamenteux que mon père, qui était médecin, me donnait quand j'avais des angines et que j'avais 12 ans. J'ai pris le protocole médicamenteux. Il n'avait aucune efficacité sur mon angine. Et en un quart d'heure, j'avais plus mal. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Mon père n'était plus là, il était mort depuis plusieurs années. Autrement dit, on peut soigner sans être présent. Alors, s'il n'est pas nécessaire d'être présent pour soigner, l'écrit peut être une manière de soigner extrêmement puissante en l'absence de la personne qui écrit. J'ai pu constater les effets soignants de l'écrit à travers deux formes. Je suis convaincu que ce ne sont pas les seules, mais ce sont celles que je connais le mieux, donc je vais vous en parler sans dire trop de bêtises.
La première manière, la plus simple, c'est de partager le savoir. Pour soigner en partageant le savoir par écrit, il est nécessaire de respecter un certain nombre de règles de bon sens. Il faut dire la vérité. Et quand on ne la connaît pas, il faut dire qu'on ne la connaît pas. Mais il faut aussi dire tout ce qu'on sait sans cacher, ni mentir, ni travestir la réalité. Il faut être scrupuleusement fidèle aux connaissances scientifiques et se retenir de faire passer ses propres hypothèses pour des réalités avérées. Ou encore une fois, de faire prendre des vessies pour des lanternes en parlant de choses qui sont, comment dirais-je, imaginaires. Il faut écrire sans jargonner, dans un langage accessible à toutes, sans jamais présumer que la lectrice sait toujours de quoi on parle, mais sans la traiter de haut non plus, ni surtout sans la traiter comme un enfant. Il faut aussi ne jamais oublier qu'on transmet un savoir qui doit être utile. Utile pour comprendre, utile pour faire. Tout cela, on peut le faire même avec des notions complexes. J'ai coécrit plusieurs livres de vulgarisation qui font exactement ça. Il a fallu d'abord, par exemple, pour le livre que j'ai coécrit sur la douleur, que je comprenne moi ce qu'était la douleur pour ensuite l'expliquer. Autrement dit, j'ai posé les questions élémentaires auxquelles je voulais pouvoir donner des réponses aux personnes qui allaient se les poser en ouvrant le livre. Écrire pour partager le savoir, c'est un travail de traduction. Il y a sûrement des traductrices et des traducteurs dans la salle. Vous verrez exactement ce que je veux dire. Comme vous le savez, les meilleures traductions sont celles qui n'ont pas l'air d'être des traductions, mais qui coulent dans la langue d'arrivée sans jamais trahir le texte de départ. La deuxième manière de soigner grâce à l'écrit consiste à partager des expériences, les siennes et celles qu'on a entendues des autres. Et pour cela, la forme la plus efficace, et je tiens au mot efficace, c'est d'écrire de la fiction. C'est plus compliqué que de transmettre le savoir, mais ça s'apprend aussi. Par rapport au témoignage, la fiction oblige à prendre du recul. Ça peut être important quand ce qu'on veut transmettre est encore à vif. Lors d'ateliers d'écriture, un des exercices que je propose le plus souvent, c'est raconter votre meilleur souvenir d'enfance, mais raconté par la voix de quelqu'un d'autre que vous. Chaque fois que je fais j'offre cet exercice aux personnes avec qui je fais des ateliers, elles produisent des textes épatants. Pourquoi? Parce qu'elles parlent de quelque chose qu'elles aiment, mais elles prennent juste ce qu'il faut de pas de côté pour que ça devienne de la fiction. Un petit exemple, une jeune femme qui écrit le plus joli souvenir d'enfance qu'elle ait, qui est une partie de campagne avec des copines chez une copine à la campagne. Elles sont allées se baigner dans le ruisseau en bas de la côte, et puis elles remontent. Leur mère sort avec un plateau qui porte des gâteaux et du jus d'orange. Et comme il fait très chaud, il y a un lézard sur le mur. Elle passe près du mur et le lézard rentre sous son short. Et évidemment, quand le lézard rentre sous son short, elle saute en l'air et tout part partout. Et les filles éclatent de rire. C'est un souvenir très simple, mais elle l'a raconté vu par le lézard. Et ça, évidemment, ça en fait une fiction extraordinaire. Donc, l'effort de se décaler pour écrire de la fiction à partir du réel est quelque chose qui permet de mettre en relief des choses qui nous sont très importantes, mais sans avoir à les traiter à vif. C'est encore plus vrai, évidemment, s'il s'agit d'une expérience traumatique. Je me suis rendu compte de l'efficacité de la fiction après avoir publié un roman intitulé La maladie de Saxe, qui a été mentionné, et 10 ans plus tard, un autre roman intitulé Le cœur des femmes. Le premier se déroule à la campagne, le second dans un hôpital. Dans le premier, ce sont les patientes et les patients qui racontent. Dans le second, c'est une jeune femme médecin et les patientes qu'elle apprend à écouter. On peut donc transmettre des informations, transmettre des expériences sous des formes très diverses, qui peuvent être monophoniques ou polyphoniques, ou mixtes. Ces deux livres soignants ont eu un très gros impact. Je l'ai mesuré non seulement au nombre d'exemplaires qui s'en est vendu, mais aussi et surtout, en particulier pour le second, au nombre de messages de lectrices que je reçois. Le cœur des femmes a été publié en 2009 et depuis 13 ans, bientôt, je reçois des messages de lectrices tous les jours. Tous les jours. Des courriels, des messages par les réseaux sociaux,
merci l'Internet et les réseaux sociaux, et de temps à autre même une lettre manuscrite ou un livre qu'on m'envoie en remerciement pour le mien. Ce n'est pas moi qui dis que de la maladie de Saxe ou du cœur des femmes, que ce sont des romans qui soignent. Ce sont les femmes qui m'écrivent, et quelques hommes aussi. Elles disent qu'elles se sentent mieux après les avoir lus, qu'elles se sentent plus elles-mêmes. Il y a une grande différence entre les livres de partage du savoir et les fictions. Notez bien que les livres de fiction sont aussi des livres de partage du savoir, mais ce n'est pas leur but premier. La différence, c'est que les livres de savoir ont besoin d'être révisés ou réécrits régulièrement. Les fictions, non. Et vous le savez bien, on lit encore couramment des romans qui datent du 19e siècle ou de bien avant, mais on ne lit plus les traités de médecine du 19e siècle. La raison est simple, c'est que les romans parlent de l'expérience humaine, qui ne change pas beaucoup avec les époques. Les émotions sont les mêmes depuis qu'on les a décrites dans l'épopée de Gilgamesh, la Bible, l'Odyssée ou le Mahabharata. Elles font partie de nous. Et c'est cela, au fond, que la fiction transmet, une expérience émotionnelle. Écrire pour transmettre des informations, c'est soigner les autres en leur donnant accès à des outils. Quand j'écris des livres pratiques comme Contraception, mode d'emploi ou plus récemment C'est mon corps, mon objectif premier est de fournir aux lectrices des outils de savoir qui leur permettent de prendre des décisions sans avoir besoin de poser des questions aux médecins. Quand j'écris un de mes derniers ouvrages en date qui s'appelle Atelier d'écriture, mon objectif premier est de fournir des outils aux lectrices et aux lecteurs pour écrire sans avoir besoin de poser des questions aux écrivains. Mais écrire en transmettant des expériences émotionnelles et sensibles, c'est une manière de soigner les autres en leur disant « Vos émotions sont respectables, elles sont audibles, elles sont dissibles. Vous avez le droit non seulement de les éprouver sans en avoir honte, vous avez aussi le droit de les revendiquer. » On peut dire que l'écriture soigne lorsque l'écrit, comme le soin, libère un peu, ou beaucoup, ou complètement de ce qui nous enchaîne. La solitude, la peur, le sentiment de ne pas être digne, la colère, le chagrin, les préjugés. On n'a pas besoin d'écrire pour soigner, et on n'a pas besoin de soigner pour écrire. Mais quand on veut, et quand on se donne la peine de faire les deux, c'est vachement bien. Et c'est pas seulement vachement bien pour celui ou celle qui écrit. Écrire pour soigner, c'est bon, dans tous les sens du terme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Vinclair. Bravo et à bientôt.